Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. En l'espace de quelques mois, Mistral AI s'est imposé dans le paysage de l'intelligence artificielle grâce à son dirigeant. Vous allez le voir, un jeune entrepreneur atypique, souvent qualifié de génie. On découvre son portrait dans un instant. Et puis elle est avec nous en plateau, elle s'appelle Milly Adey et elle a toujours une idée derrière la tech. Bonjour Milly. Bonjour. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va voir 3 stratégies pour mémoriser plus facilement. On voit ça dans un instant. Et puis c'est notre grande question du jour, améliorer le dialogue intergénérationnel. Accompagner aussi les jeunes dans leur orientation et les faire monter en puissance sur leurs engagements. Faire monter en puissance aussi les entreprises, les organisations et les institutions à l'égard de la jeunesse. Portrait aujourd'hui d'une jeune femme qui fait tout ça à la fois. C'est particulièrement intéressant, inspirant aussi et vous allez nous en parler. Jasmine Manet, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invitée. Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes la directrice générale de Youth Forever. On en parle dans un instant si vous voulez bien, juste après le focus. Il vient tout juste de lancer ce qui pourrait bien être le futur ChatGPT français. Et il a même pour objectif de dépasser les performances de la plateforme américaine. En quelques mois seulement, il est passé d'un simple employé de chez Google, ce qui est déjà pas mal, à l'un des entrepreneurs les plus prometteurs d'Europe. Focus aujourd'hui sur Arthur Mensch avec Jean Martineau. Nous, on aimerait beaucoup faire émerger un champion européen. On a un sujet de régulation, on pense qu'il faut réguler, mais on pense qu'aujourd'hui, en l'état des discussions au Parlement européen, la régulation qui est faite a un risque fort de gêner l'innovation et on aimerait savoir comment ça peut évoluer dans le bon sens. Sûr de lui et entreprenant face à Emmanuel Macron, à 31 ans, Arthur Mensch est le visage de l'intelligence artificielle française. Diplômé de Polytechnique et de Télécom Paris, Arthur Mensch brûle les étapes de l'entrepreneuriat. Après un court passage chez DeepMind, l'entreprise spécialisée dans l'IA appartenant à Google, il se lance dans le projet de sa vie. Lui et 2 confrères fondent Mistral AI, une entreprise dans le développement de l'intelligence artificielle. Une nouvelle fois, c'est mission réussie pour le jeune trentenaire. Après seulement 8 mois et 2 levées de fonds, l'entreprise est valorisée à près de 2 milliards d'euros. Le Parisien est devenu au fil du temps un des porte-parole de l'intelligence artificielle dans le monde. Que ce soit en français ou en anglais, il est invité sur différents plateaux et conférences afin de répondre aux interrogations autour du sujet. Je vous entends, je me dis qu'on demande peut-être trop de choses à l'IA en même temps. Elle sait aussi faire le café, elle sait tout faire. Alors elle ne sait pas tout faire, elle sait très bien lire de grandes quantités de texte à une vitesse beaucoup plus grande que ce que peut faire un humain. Elle sait générer du texte dans un ensemble sur un nombre de sujets qui est beaucoup plus grand que ce qu'un seul humain peut faire. Donc, ça permet sur certains sujets de passer à une échelle largement superhumaine. Grâce à son dévouement et son savoir, Arthur Mensch démontre que l'Europe aussi a son mot à dire et que l'accélérateur de créativité ne se trouve pas uniquement dans la Silicon Valley. Allez, tout autre sujet à présent. Elle a que 27 ans. Elle est franco-britannique, entrepreneure, conférencière, personnalité engagée aussi, vous allez le voir, pour sa génération. On vous présente aujourd'hui une jeune femme qui fait bouger les lignes dans son domaine et à sa manière. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et elle est à nos côtés aussi et surtout pour en parler. Jasmine Manet, bonjour. Rebonjour, directrice générale de Youth Forever. On va en parler dans un instant. Je voudrais juste rappeler donc que vous avez 27 ans et vous en avez déjà fait des choses, Jasmine, à votre âge. On va commencer par le commencement. En 2020, pendant vos études à HEC Paris, vous créez Vocation, un média d'orientation qui s'adresse aux jeunes, qui est suivi par des dizaines de milliers de jeunes. D'où est-ce que vous êtes venue cette idée ? D'où est-ce qu'elle vient ? Je me suis toujours posé beaucoup de questions sur le travail. Pourquoi est-ce qu'on travaille ? Comment est-ce qu'on travaille ? Où est-ce qu'on travaille ? À quoi ça sert ? À quoi on contribue ? Et aussi beaucoup comme une façon de s'engager, une façon de contribuer à la société. Aussi parce que j'avais le luxe de me poser ces questions, j'en ai bien conscience. Et donc ça a été un peu un fil rouge au fil de mon parcours. Et ma réponse à moi, c'était l'entrepreneuriat. Donc j'avais un peu mis en tête ma façon de créer une version du travail qui me correspond. C'était de la façonner, de créer. C'est un truc qui était toujours chez vous, l'entrepreneuriat ? C'est une intuition.
Une intuition que j'ai essayé de confirmer au fil de mes études par différentes expériences aux côtés d'entrepreneurs, donc en investissement, dans des startups, etc. Que j'ai aussi beaucoup déconstruit dans ce que ça voulait dire entreprendre et quels sont les modèles d'entreprise. Mais globalement, dans cette quête un petit peu de sens personnel, je me posais la question de, et moi, dans tout ça, je contribue à quoi et je fais quoi? Et vocation, à l'origine, on est 2 derrière avec Carla Birad. À l'origine, c'était vraiment assez égoïste. C'était comment je peux me projeter dans des métiers que je ne connais pas ou préciser des métiers dont on entend toujours parler, consultants, etc. Oui. Mais en fait, il se cache une infinité de réalités derrière. Et donc, ça a commencé un petit peu comme ça. C'était la fiche métier audio. Donc, un format podcast où on interrogeait des actifs pour qu'ils nous racontent l'envers du décor. Et puis, ça a évidemment mené à une réflexion beaucoup plus profonde sur le travail, qui n'est pas réduit à un métier, évidemment. Mais à l'époque, c'est ce que je pensais. Et donc, on a fait ça pendant presque 3 ans à la rencontre de personnalités très variées, intergénérationnelles, pour se plonger dans une vie active et décomplexer un peu ce moment du premier emploi qui reste et qui surtout l'était en 2020, très particulier. En plein Covid, effectivement. Vous avez donc interviewé des entrepreneurs, mais aussi des gens qui font tous ces autres métiers dont on parle beaucoup, mais dont on ne sait pas forcément ce qu'ils se cachent derrière. C'est ça, comment vous les avez trouvés, ces gens? Vous avez contacté sur LinkedIn C'est un mix de plein de choses. On a pas mal eu de propositions, de personnes pas connues. Le but, c'était pas d'avoir un gratin de personnalités qui nous racontent leur vie. Je pense que les contenus existent et sont très qualitatifs déjà. En l'occurrence, on voulait plonger un petit peu dans des parcours de personnes qu'on ne connaissait pas ou de métiers partout en France, de tous les types. Et aussi, on a eu pas mal de recruteurs qui donnaient des conseils pour naviguer une entrée dans l'emploi. C'est important aussi pour précieux. Des jeunes, ça. Ouais. Et puis, l'idée, c'était un peu de se dire, on veut que la personne qui écoute se pose des questions en se disant mais ça me plaît, ça me plaît pas, ça je me reconnais, ça je pourrais pas, ces horaires-là ça me convient pas, cette personne m'inspirait, j'aimerais bien bosser pour elle. Ouais. Et ça a mené à des histoires après d'embauche et c'est super. Mais globalement, les personnes, on les identifiait sur LinkedIn, on les découvrait dans des articles, on lisait des livres. Et puis, on a quand même pas mal d'entrants de personnes qui ont écouté ou découvert le podcast et qui voulaient contribuer pour donner de la visibilité à leur métier ou pour rendre, entre guillemets, un conseil qu'on leur avait donné à l'époque. C'est aussi un podcast dans lequel j'ai l'impression, quand j'ai écouté certains de vos épisodes, où vous poussez les jeunes à oser faire des choix et être eux-mêmes. C'est rare, on entend de plus en plus parler de cette génération engagée, je vais vous poser la question dans un instant, mais d'oser être soi-même, d'oser faire quelque chose qui nous plaît. J'ai l'impression que le mythe du CDI est un peu désuet aujourd'hui et que de plus en plus de jeunes ont envie de faire ce qu'ils ont envie de faire. En revanche, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. C'est clair. Ce que j'ai découvert ensuite, donc je raconterai l'histoire, mais en fait j'ai monté Youth Forever, qui est l'association que je dirige aujourd'hui. Il y a presque 2 ans et demi, je l'ai montée avec une de mes invitées du podcast. Donc rien n'est par hasard et tout est lié dans mon parcours. En tout cas, c'est un fil conducteur autour de cette notion de travail et jeunesse qui m'a toujours passionnée et pour laquelle je veux donner tout mon temps. En l'occurrence, ce mythe du CDI, depuis, je l'ai pas mal déconstruit parce qu'en fait, ça dépend de quel jeune on parle. Et que dans le gros sujet jeunesse, en fait, la difficulté, c'est de bien savoir de qui on parle, quel territoire, quel diplôme, quelle origine sociale, quelle personnalité. Et qu'en fait, c'est un mot qui doit être au pluriel. Et que probablement, même nous, pendant le début de vocation, on était biaisés par notre microcosme, par les études qu'on avait faites, par les personnes autour de nous. Donc, évidemment, les premiers métiers qu'on a traités sont plutôt des métiers cadres qui sont plutôt sortis d'école de commerce en gros et que après on a essayé d'élargir et d'ouvrir nos horizons et on l'a découvert grâce au podcast. Donc ça c'était vraiment super intéressant et puis finalement on a eu tout niveau de diplôme de personnalités qui font des métiers très différents à des rémunérations très différentes et c'est ça qu'on voulait mettre en avant, c'est que il faut sortir de ce qu'on connaît. Et c'était vraiment le but de vocation, c'était préciser son projet quand on l'a déjà un petit peu en tête et accompagner ceux qui sont dans le jus du moment à avoir les bons conseils. Quand on est en fin d'études et qu'on recherche son premier emploi, il y a quand même une phase un peu stressante. Oui, effectivement. Et donc on voulait les accompagner. On est tous passés par là, en tout cas, pas moi du coup parce que j'étais en plein Covid et entrepreneur. Donc vous avez toujours été entrepreneur en fait sauf en stage quoi. Donc, oui, c'est ça, vous n'avez jamais été salarié. Après là je suis salariée et je suis directrice générale d'une association. Donc
donc par définition, je suis salariée. Mais c'est quand même être entrepreneur à mes yeux. Chef de sa propre création. Vous êtes effectivement aujourd'hui à la tête, vous nous en avez parlé, de Youth Forever, une ONG cofondée en 2021, c'est ça? Cofondée main dans la main avec l'une de vos invitées, Emmanuelle Duez, qui intervient auprès des entreprises et des institutions publiques pour préparer avec elles les transformations nécessaires, vous dites, au service de la transition environnementale. Un projet qui est né donc grâce à cet épisode de podcast. Qu'est-ce qui a fait cette alchimie avec votre invitée Emmanuelle Duez et qui vous a dit toutes les deux, il y a encore un truc à faire, il faut qu'on aille un tout petit peu plus loin pour parler de cette génération et de ses engagements au sein des entreprises? Forcément, ce que je disais à l'instant, d'essayer de projeter nos auditeurs dans un métier, dans des personnalités, parce que finalement, on choisit souvent son boss ou sa boss. On voulait insister sur l'importance de l'équipe, du collectif, quand on rejoint un travail. Donc forcément, l'exercice, je le vivais à chaque épisode, en me posant moi-même la question, et pas pour critiquer mes invités, mais c'est rare les fois où je me suis dit, là, je pourrais bosser pour cette entreprise, ou je pourrais bosser pour cette personne. Avec Emmanuelle, ça a été un coup de cœur immédiat, assez profond, en valeur, en adéquation. C'est un des derniers épisodes qui est sur la plateforme, si vous voulez le découvrir. Et je pense qu'on sent, on se connaissait pas, mais je pense qu'on sent un petit peu cette alchimie qui se crée. Et en fait, une fois l'interview terminée, on a coupé les micros, et elle m'a regardée, elle m'a dit mais dis-moi en plus sur toi, raconte-moi où t'en es, ce que tu fais. Et puis de là, en fait, 3 semaines plus tard, on s'était serré la main pour que je fonde avec elle Youth Forever. Qu'est-ce que vous faites concrètement justement avec cette association? Alors à l'origine, on était vraiment en plein Covid, donc fin 2021, c'était un peu on commençait à voir un petit peu l'état, l'impact qu'aurait la crise, notamment sur les jeunes générations au travail, et ce que ça allait impliquer pour des employeurs. Et donc on commençait à décrypter, et donc on a commencé notre activité avec une étude pour analyser en Europe, sur les moins de 25 ans, l'impact de la pandémie et les conséquences pour l'employeur, pour mobiliser donc un écosystème d'employeurs qui était secoué et qui ne savait pas comment ni recruter, ni fidéliser, ni comprendre en fait, notamment l'impact du distanciel, comment gérer le télétravail, enfin des sujets qui sont complètement à l'ordre du jour aujourd'hui, mais qu'on commençait tout juste à toucher du doigt, ou en tout cas à digérer. Fin 2021. Donc ça, c'était le point de départ. Et aujourd'hui, on a gardé ce pilier qui est un observatoire. Donc on produit des études sur on aime bien dire qu'on est toujours dans un triangle entre la jeunesse, le travail, les entreprises et les transitions comme objectif. Et qu'on essaye toujours en fait, de poser une question qui est celle du qui va le faire. Et quand je rencontre des entreprises qui me racontent leurs plans stratégiques, qu'on parle de transformer les business models pour la transition environnementale, etc., la question peut-être qu'on oublie souvent, c'est qui va le faire ? Et aujourd'hui, demain, donc nous on regarde beaucoup les jeunes parce que c'est eux qui vieilliront demain, mais j'en fais pas un cas absolu, il faut que tout le monde s'y mette, en l'occurrence. Et du coup, pour répondre à cette question de qui va le faire et du coup comment on crée des équipes, peut-être pas qu'en CDI bien sûr, mais une équipe hybride, capable, volontaire, qui est bien psychologiquement, qui a des compétences, qui se projette dans un travail à plein temps ou pas, mais en tout cas qui se projette à long terme. Et du coup, pour faire ça, on a l'observatoire pour décrypter, donner des exemples, pour produire en fait du contenu sur ce sujet, en s'associant à des instituts de sondage, à des associations de terrain, etc. La dernière enquête qu'on a publiée, par exemple, il y a 2 semaines, c'était sur les contrats de travail. Quel contrat dans le contexte actuel, en lien avec cette question du CDI. Bien sûr. Et ensuite, on a 2 leviers d'action qui sont les entreprises et les jeunes, en gros. Côté jeunes, on fait des formations. Donc, on apprend les soft skills. Donc, on apprend des compétences comme convaincre, écouter, négocier, opérationnaliser. Essentiel pour aujourd'hui qu'on fait en Ile-de-France pour les 18-30 ans, mais c'est vraiment ma priorité de l'année de le sortir de Paris, du Grand Paris mais de sortir de Paris pour former en intergénérationnel aussi à ces compétences. Et côté entreprise, on travaille en facilitation pour créer des espaces de dialogue, pour favoriser cette diversité intergénérationnelle, pour sortir des conversations un peu machine à café, de les jeunes sont comme ci, ils sont terribles, ils sont fainéants, ils partent. Justement, ils sont pleins de stéréotypes, ces jeunes. Vous avez commencé à nous en parler. Je vous propose d'en parler dans un instant, dans la deuxième partie du talk. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Jasmine Manet, directrice générale de Youth Forever. On continue d'en parler dans un instant, mais d'abord on va laisser place à la chronique de Milly Adaé qui a une idée derrière la tech. Milly au programme aujourd'hui avec vous, 3 stratégies dont vous allez nous parler pour mémoriser plus facilement. Alors là, je suis hyper preneuse de vos conseils. Dites-nous tout. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison et la mémoire, c'est un outil puissant dans le processus d'apprentissage. Aujourd'hui, on va donc voir des techniques pratiques pour aider nos enfants à mémoriser plus facilement, efficacement et pour leur permettre de réussir leurs études et dans la vie de tous les jours. Alors Milly, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ces techniques et sur comment elles peuvent aider nos enfants dans leur apprentissage notamment? Les techniques de mémorisation offrent des stratégies concrètes pour encoder, stocker et récupérer des informations de manière plus efficace. Parmi ces stratégies, on va en parler de 3 d'entre elles. Aujourd'hui, il y a la visualisation et l'association d'idées, les techniques de répétition espacée, l'utilisation de mnémotiques et de techniques de rappel. Donc toutes ces méthodes exploitent les capacités naturelles du cerveau pour traiter de l'information de manière plus efficace, ce qui facilite l'apprentissage et la rétention à long terme. Alors, on va commencer à parler avec vous de cette première stratégie, l'importance de la visualisation et de l'association d'idées dans le processus de mémorisation. Comment cette technique peut aider justement nos enfants à retenir des informations essentielles? Donc, la visualisation implique de créer des images mentales qui sont vivantes pour représenter des informations à mémoriser. L'association d'idées, quant à elle, consiste à relier des informations à des connaissances qu'on a déjà. Ces techniques exploitent la capacité naturelle de notre cerveau à traiter les images et les liens pour faciliter la récupération des informations. Il s'agit donc d'encourager nos enfants à créer des images mentales qui vont être colorées et imaginatives pour représenter des concepts abstraits, ainsi qu'à établir des liens logiques entre les nouveaux apprentissages et les choses qu'ils connaissent déjà. De manière concrète, pour les 2 à 5 ans, ça peut se traduire par l'utilisation d'images classifiées, comme celles qu'on va voir à l'écran. Vous en trouverez facilement sur la plateforme Etsy et vous pouvez créer les vôtres. Et dès 6 ans jusqu'à l'âge adulte, vous pouvez commencer ce qu'on appelle les cartes mentales, aussi appelées mind mapping, comme ceci qu'on va voir ici. La deuxième stratégie, donc la répétition, qui est souvent considérée comme la clé aussi de la mémorisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les techniques de répétition espacée? Je ne sais pas du tout ce que c'est, vous allez nous expliquer ça, et surtout leur efficacité, Milly. Donc, la répétition espacée, ça consiste simplement à réviser régulièrement les informations sur des intervalles de temps de plus en plus longs. Cette méthode optimise l'efficacité de l'apprentissage en exploitant le phénomène psychologique qu'on appelle la courbe d'oubli, qui montre que la répétition à intervalles réguliers renforce la rétention à long terme. Vous l'aurez sans doute remarqué, quand un étudiant révise tout un chapitre la veille de son contrôle, il peut avoir un gros trou de mémoire à quelques minutes de l'examen ou même pendant l'examen, car l'apprentissage n'aura pas été ancré dans sa mémoire. Il faut donc encourager nos enfants à planifier des sessions de révision qui sont régulières, en espaçant ces séances de révision sur plusieurs jours ou plusieurs semaines pour permettre de consolider progressivement les informations dans la mémoire à long terme. C'est effectivement mieux et on est tous passés par là. On va finir par parler avec vous d'un mot compliqué, les mnémoniques et les techniques de rappel. Comment ces 2 stratégies peuvent-elles aider nos enfants à retenir des informations pour le coup un petit peu plus complexes? Les mnémoniques sont des dispositifs mnémoniques comme des acronymes, des acrostiches ou des histoires qui facilitent la mémorisation en associant des informations à retenir à des éléments qui sont plus familiers et plus faciles à se rappeler. On vous a mis un exemple à l'écran pour le mot laïcité, par exemple. Et on voit que de cette manière, c'est plus facile de comprendre la définition du mot. Ajouté à cela, on peut utiliser des techniques de rappel comme la méthode des lieux pour associer des informations à des emplacements afin de faciliter, encore une fois, la mémorisation. Donc, encourageons nos enfants à créer leur propre mnémotique pour mémoriser des listes, des séquences ou des concepts qui sont complexes.
ainsi qu'utiliser des techniques de rappel pour organiser visuellement des informations et des emplacements à des images spécifiques. Vous pouvez également vous appuyer sur ce qu'on a déjà vu ici, sur le type d'intelligence, pour une mémoire à long terme qui est naturelle. Donc si votre enfant a par exemple une intelligence musicale, aidez-le à créer un rythme sur le thème de l'apprentissage. Allez, un petit mot de la fin, Milly, pour vous. Pour conclure, les techniques de mémorisation offrent des outils puissants pour améliorer l'efficacité de l'apprentissage. En encourageant nos enfants à utiliser ces stratégies, on les aide à développer des compétences essentielles pour réussir dans leurs études et dans leur vie quotidienne. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Milly. Jasmine, vous me disiez juste avant de commencer l'émission que vous aviez hâte d'écouter la chronique de Milly parce que vous aviez des petits sujets de mémorisation, c'est ça? Ou vous souhaitiez en tout cas en avoir pas forcément, mais j'ai fait une classe préparatoire, j'ai ingurgité beaucoup d'informations et surtout, je prends beaucoup la parole et il faut que je me souvienne de tout ça, de tout ce que je vais raconter. Et mine de rien, j'ai la technique de retenir des chiffres, j'ai des mots balises qui m'accompagnent dans mes interventions, donc je comprends complètement les faits. Les grands conseils de Milly Adaé. Merci beaucoup en tout cas, Milly, pour cette chronique. Et puis nous, on lance tout de suite la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec notre invitée Jasmine Manet, la directrice générale de Youth Forever. On parlait justement de cette association que vous avez montée avec Emmanuel Duez. Sur quoi aujourd'hui, Jasmine, les entreprises ont-elles besoin d'être accompagnées autour, j'ai l'impression, c'est ce que vous nous avez dit, de la jeunesse et de la transition écologique. Mais est-ce que vous sentez qu'il se passe vraiment quelque chose au sein de ces organisations, institutions et entreprises en faveur de l'environnement et de la jeunesse? Est-ce qu'il y a un vrai engagement ou est-ce que parfois, c'est plutôt plus un sujet de com'? Alors moi, par définition, mes interlocutrices sont plutôt les ressources humaines. Parce qu'on rentre par le sujet des talents pour les mettre au service de ces grands sujets, donc au service des enjeux RSE, qui sont soit cantonnés à un département, soit transverses à l'ensemble de l'entreprise. Et puis peut-être que je parlerai plutôt d'employeurs, parce qu'on essaye d'intégrer pas que les entreprises du secteur privé, mais de voir un petit peu l'emploi au sens large. Il se passe... c'est sûr des choses, mais par pression peut-être des enjeux contemporains. De devoir transformer la machine économique pour être pérenne sur le long terme, mais aussi parce que d'un point de vue RH, on voit depuis 4 ans une actualité du travail qui est quand même assez bousculée. On parle de démissions silencieuses, on voit les étudiants sur les plateaux des diplômes interpeller les employeurs, on parle de démissions... de big quit, de grandes démissions, on parle de démissions conscientes. Enfin, il y a plein de phénomènes qui sont d'ailleurs intergénérationnels. Je le rappelle, c'est pas un truc de jeunes, comme on dit. Effectivement. En l'occurrence. Et puis de l'autre côté, les employeurs ont soit des grandes difficultés à attirer des talents, notamment dans des secteurs dits essentiels, pour reprendre la terminologie Covid, la difficulté du secteur de l'agriculture, du soin, de l'industrie, de la construction, qui seront indispensables à cette transition écologique qu'on appelle de nos voeux. En l'occurrence, il y a un gros sujet d'attraction et ensuite de rétention de talent. Mon point n'est pas de dire comment est-ce qu'on garde les gens à long terme pour les emprisonner dans une entreprise. Enfin, c'est pas du tout l'idée. Mais mine de rien, pour répondre aux enjeux, ils sont complexes, ils sont difficiles, il faut du temps. Et donc, il va falloir des talents qui acceptent, entre guillemets, ce pacte. Nous, on parle beaucoup de recréer un pacte entre employeurs et employés. Ça veut dire quoi, le pacte intergénérationnel que vous mettez en avant? C'est une sorte d'alliance, de relation réciproque. On aime bien le mot pacte parce qu'il y a cette notion de devoir et de responsabilité, de donnant, surtout d'horizontalité, et non pas de l'employeur et l'employé, ou inversement, dans un rapport de force qui est déséquilibré. Mais je veux pas tomber dans une sorte de rapport un peu liste de courses, où moi je veux des horaires comme ci, un salaire comme ça, etc. C'est pas du tout ce qu'on encourage à faire. L'idée, c'est de créer une sorte d'accord collectif, en fait, au service de causes, indispensable pour l'entreprise, mais auquel on est associé, on est heureux d'y contribuer. Néanmoins, il faut quand même regarder les chiffres et l'actualité du travail, et que si la majorité des Français se mettent à distance le travail, si on parle d'épuisement physique et mental, souffrance au travail, de manque d'obsolescence des compétences, on parlait de Mistral AI en introduction, comment on va gérer les nouvelles technologies, l'apprentissage de l'IA, comment on va mener la transition démographique avec une population qui vieillit, comment on va apprendre concrètement la transition écologique.
qu'est-ce que ça veut dire dans chaque business. Bien sûr. Et tout ça, c'est pas facile. Et donc la tâche est un peu lourde à porter et beaucoup de jeunes peuvent la rejeter en connaissance de cause. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu, nous, notre travail, il est d'accompagner notamment les ressources humaines ou l'ensemble de l'entreprise à d'abord travailler les RH, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accueille les gens, comment on les recrute, comment on sort peut-être du vivier de candidats qu'on a l'habitude d'aller chercher pour ouvrir à des profils plus divers. Comment est-ce que derrière, on fait en sorte que le premier jour se passe bien, la première semaine, les 4 premiers mois. J'imagine que c'est un sacré job aussi, parce que la génération actuelle, la génération Z, on a l'impression, on dit souvent en tout cas, qu'elle a du mal à comprendre la génération de leurs aînés, de nos parents. Leur relation aussi au monde du travail alimente beaucoup de débats. Et si tout le monde semble avoir un avis sur la question, celle des jeunes eux-mêmes n'est pas forcément écoutée ni prise en compte. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi ? Justement, la formation qu'on a créée, CENO, donc pour convaincre, écouter, négocier, opérationnaliser, le but, enfin le motto, ce que j'aime expliquer à nos élèves, c'est on essaye de se faire entendre, première étape, prendre de la place, porter les sujets qui nous tiennent à cœur, mais aussi être entendu. Et qu'en fait, ça sert à rien d'arriver, en tout cas ça sert dans certaines causes, il faut des militants, il faut des activistes. Mais derrière, ça sert à rien d'arriver dans le bureau de son supérieur ou de sa manager et de dire, voilà, mes convictions, voilà ce que je exige de l'entreprise. Ouais. Souvent, ça ne marche pas. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver un peu le bon niveau d'empathie, d'écoute pour proposer être dans la co-construction, mais être constructif en fait. Et du coup, nous, on travaille beaucoup là-dessus parce que derrière, il y a beaucoup de clichés autour des générations. Il suffit de taper Génération Z au travail sur Google. Alors là, mais c'est délicieux parce qu'on retrouve la même chose sur la génération Y il y a 10 ans. Et puis en fait, on peut remonter à l'Antiquité et les jeunes ont mauvaise presse. Enfin, globalement, et plus ils vieillissent, plus les mentalités changent. C'est ce que vous nous dites. C'est ça. Donc en fait, il faut sortir. Quelque part, il y a un manque de communication et il y a beaucoup d'interprétation. Donc en fait, il faut recréer des espaces de dialogue. Nous, c'est ça qu'on essaye de faire. C'est recréer du commun. On pose la question, racontez-nous votre premier job. Tout le monde a un premier job, on peut recréer du lien. Oui. Quel âge vous avez dans votre tête ? Enfin, des petites questions un petit peu pour rentrer dans le sujet, qui ensuite recrée du lien. Et nous, c'est aussi comment on crée des espaces de travail où on se côtoie. Peut-être on a des projets communs, par exemple, sur les transitions. On crée une équipe de personnes de toute l'entreprise et de tous les âges pour mettre au service d'un sujet stratégique pour l'entreprise. On crée un tournoi de foot, j'en sais rien, pour recréer du lien entre des collaborateurs, collaboratrices qui ne se rencontrent pas forcément. Il y a plein de manières de le faire. Il y a plein de petites techniques. Nous, on a fait ça par format d'atelier. Pour faciliter le dialogue, on le fait soit en huis clos avec les jeunes pour qu'ils nous racontent sans filtre ce qu'ils pensent et on fait la traduction ensuite pour que ça amène à quelque chose, soit on le fait avec un mélange. Mais tout l'enjeu, c'est de réunir les gens et sortir de l'interprétation parce que derrière, les clichés, il y en a beaucoup sur le sujet. Et effectivement, et vous êtes là pour les démonter. Vous le faites avec Youth Forever, votre association, dont vous êtes la directrice générale. Merci mille fois, en tout cas, Jasmine Manet, d'avoir été parmi nous aujourd'hui, de nous avoir parlé en bien aussi de cette génération et c'est important. Merci beaucoup. Merci à notre chroniqueuse du jour, Milly Adaé, toujours là. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve comme tous les jours dès demain à 12h30 sur School TV. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne journée.